Bienvenue à vous sur T18. Chaque semaine, on décrypte ensemble ce monde des médias en pleine révolution. Au sommaire de cette 11e émission, il fait beaucoup parler de lui depuis 5 mois. Charles Aloncle, le fameux rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, est notre invité cette semaine. Les auditions viennent de se terminer. Alors, en a-t-il trop fait? Qu'est-ce qu'il y aura dans son rapport? Comment voit-il la réforme de l'audiovisuel public? Il répondra à toutes nos questions dans un instant. Après cette interview spéciale, on va recevoir 2 aventuriers sans limite. Antoine de Maximi, l'animateur de J'irai dormir chez vous, et le créateur de contenu Antoine S2S, qui vient de signer À la recherche de l'Anaconda. 2 générations et un même goût du risque, avec des histoires totalement dingues à nous raconter. De l'info, du décryptage, Pure Média l'hebdo, c'est maintenant. Bienvenue sur T18, mais également sur Pure Média, le site de référence de l'actu des médias. Tout au long de l'émission, vous réagissez bien sûr sur les réseaux sociaux, #Pure Média l'hebdo. Émission un peu spéciale avec cette semaine. D'abord, un homme qui a fait beaucoup parler de lui depuis 5 mois. C'est Charles Aloncle, le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public et qui a terminé ses auditions cette semaine. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur le plateau de Pure Média l'hebdo. Bonjour, merci de votre invitation, je suis ravi d'être là. Moi aussi, je suis ravie. Rémi Jacob, de la Tribune Dimanche, qui a suivi ces auditions pendant 5 mois. Merci d'être avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour Virginie, bonjour Charles Aloncle. Bonjour. Et également Philippe Bailly, économiste des médias. Bonjour Philippe. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors Charles Aloncle, après 5 mois d'audition, vous allez maintenant rédiger votre rapport. Vous allez nous dévoiler, bien entendu, en exclusivité, je l'espère, vos pistes de réflexion. Une commission qui a fait couler beaucoup d'encre et un rapporteur qui n'a pas toujours fait l'unanimité. Alors Charles Aloncle, rapporteur ou procureur, c'est le récap signé Thierry Dagiral. 25 novembre dernier, c'est le premier jour des auditions de cette commission et le premier appelé est Martin Hajdari, le président de l'Arcom. Vous avez eu des expériences en cabinet ministériel. Est-ce que vous pourriez nous les indiquer, notamment nous indiquer les ministres pour lesquels vous avez travaillé? Le ton est donné. Celui qui est à l'initiative de cette commission, c'est lui, Charles Aloncle, 32 ans, député UDR, le parti d'Éric Ciotti, proche du RN. Ancien sarkozyste, il a fait Sciences Po puis HEC avant de fonder une néobanque. Une rencontre avec Jordan Bardella et le voilà en politique pleinement prêt à en découdre. Cette commission d'enquête est une aubaine et voici l'un des déclencheurs. Cette vidéo diffusée en septembre par l'Incorrect, un magazine très à droite, montrant Thomas Legrand et Patrick Cohen en train d'échanger avec 2 responsables socialistes. Deux figures du service public montrées du doigt. La commission va donc se pencher sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. En commission, le rapporteur impose son style et ses questions. Quel était l'objet de vos conseils à Thomas Legrand? Est-ce que l'objectif était au fond de neutraliser les travaux de notre commission d'enquête? Combien percevez-vous chaque année au titre des émissions faites pour le service public? Comment est-ce que vous expliquez qu'avec au moins 2 fois plus de moyens, l'audiovisuel public fasse nettement moins d'audience qu'une chaîne privée commerciale comme TF1? 234 personnalités auditionnées en plus de 4 mois, 26 000 documents fournis. Aloncle frappe fort et la presse l'accuse d'organiser un procès à charge. Il est même rappelé à l'ordre par la présidente de l'Assemblée. J'appelle en tout cas chacun, le président et le rapporteur, à essayer de garder le maximum de dignité à cette commission d'enquête. Il en va de la crédibilité des travaux du Parlement. Mais les tensions se multiplient. Questions incisives, insinuations, informations erronées parfois. La société Médian a notamment participé à constituer, avec le soutien financier de France Média Monde, c'est-à-dire sur fonds publics, le hub de France 24 à Beyrouth. Alors je ne sais même plus par quel bout le prendre. Le hub de Beyrouth, il y a une confusion totale. Le hub de Beyrouth n'est pas du tout, n'a aucun rapport avec Marc Chaïkali ou Média. Je ne sais pas quoi dire, ça n'a aucun rapport. Jusqu'à ce moment-là. Si monsieur le rapporteur, vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument une question faux. Nous sommes le 4 février, clash entre le rapporteur et le président de la commission. Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu...
Monsieur le rapporteur, je viens de suspendre cette audition. Charles Laloncle accuse Jérémy Patrier-Létus d'avoir des liens avec la société Media One. L'audition est suspendue, une première dans la Ve République. J'avais des questions importantes. Le rapporteur à l'oncle est encensé par les éditorialistes de droite. Charles Laloncle est courageux. Et quand on ne peut pas attaquer le raisonnement, on attaque le raisonneur. En l'occurrence, il est plutôt dans le vrai. Cette commission d'enquête soulève un certain nombre de lièvres. Critiqué, fustigé même par ceux qui l'auditionnent. C'est ça qui est incroyable, c'est que dès l'instant où on vous explique les choses, écoutez-les. Non mais écoutez-nous, mais ne posez pas de questions si vous voulez pas des réponses. Exiger la transparence sur l'usage de l'argent des Français est nécessaire et je pense que vous avez entièrement raison de le faire. Mais je pense qu'il était possible de le faire, hein, monsieur le rapporteur, sans transformer votre commission en cirque. Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas un clown. Plus de 4 mois d'audition, de mise en lumière parfois, de clash souvent, et ces questions du président de la commission à son rapporteur. Y avait-il un objectif politique dans cette commission d'enquête? Est-ce qu'il a fait tout ça pour faire élire Jordan Bardella président de la République en 2027? A-t-il envisagé d'être le ministre de la Culture de Jordan Bardella? Charles Laloncle, elle est très importante la question que vous pose le président de la commission. C'est vrai, quel est votre but? Est-ce qu'il y a un enjeu politique? Est-ce que vous souhaitez la privatisation de France Télévisions? Comme je l'ai rappelé au premier jour de cette commission d'enquête, moi, mon but, c'est de sauver les missions précieuses de l'audiovisuel public. Elles sont minées depuis de trop nombreuses années par des conflits d'intérêts, par des gabegies, par un dysfonctionnement budgétaire qui précipite notamment France Télévisions au bord de la faillite. Et pour moi, la seule façon d'une bonne fois pour toutes résoudre ces dérives et ces dysfonctionnements, c'est de les dénoncer pour mieux proposer des recommandations. Et c'était le cadre d'ailleurs de cette commission. On va y revenir, on va tout détailler ensemble. Mais est-ce que vous souhaitez la privatisation de France Télévisions? C'est ma question. Contrairement à ce qu'a pu dire de façon mensongère malheureusement le président, et vous pourrez reprendre tous mes propos, je me suis toujours opposé à ce principe de privatisation. J'ai toujours dit que j'étais attaché à ces missions précieuses, qu'il fallait probablement les redéfinir parce qu'on demande trop de choses à l'audiovisuel public. Il faut aussi probablement faire le tri dans la bureaucratie, dans les dépenses inutiles, éloigner et tenir à l'écart un certain nombre de conflits d'intérêts qui minent aussi ces entreprises-là. C'était le but de la commission d'enquête qu'on a menée pendant... Une position différente de celle du Rassemblement national, hein, qui, on le rappelle aux téléspectateurs, est pour la privatisation. Donc en ce point, vous vous opposez au Rassemblement national. Alors la position n'est pas tout à fait exacte parce que en fait, ils expliquent qu'il y a un certain nombre de chaînes télévision et radio qu'il faudra maintenir, peut-être en fusionner et en réduire un certain nombre. Donc ce n'est pas une privatisation totale. Après, vous savez, moi, c'est moi, j'ai été rapporteur de cette commission d'enquête, j'ai mes opinions personnelles, et dès le premier jour, j'ai expliqué que j'étais attaché à l'audiovisuel public, mais malheureusement, on m'a tout de suite rangé dans la case des partisans de la privatisation pour mieux discréditer les révélations et les travaux qu'on était en train de faire. On va y revenir. Peut-être un mot de plus, qui est peut-être un peu plus qu'une nuance. Vous avez répété plusieurs fois que vous étiez favorable à la défense des missions de service public. Ça tombe bien d'ailleurs parce que 3/4 des Français disent y être attachés dans le sondage Via Voice, mais c'était la même chose il y a quelques semaines dans un sondage Ipsos. Quelle relation vous faites entre mission de service public et structure de service public? Parce que peut-être que le point sur la privatisation se trouve là, sa jonction, pardon. C'est-à-dire entre mission et structure. Quand vous dites, vous avez dit encore une fois plusieurs fois, je suis attaché aux missions de l'audiovisuel public, donc sûr. ça veut dire aussi que vous êtes attaché à ce que les structures qui les portent restent des structures publiques. Absolument. C'est la question, en fait. Non, mais absolument. Et je pense qu'il y a des missions importantes que l'audiovisuel privé ne pourrait pas assumer. D'accord. Des missions, par exemple, d'information locale. L'information locale, du jour au lendemain, si on décide de s'en passer, je ne suis pas sûr que l'audiovisuel privé les assumerait. Des missions aussi d'information et de reportage d'investigation internationale. C'est aussi une mission importante de l'audiovisuel public. Il y a des missions d'information, des missions aussi pour rendre accessible une culture populaire à l'ensemble des Français et que des chaînes privées n'assument pas. Donc il y a un certain nombre de missions à condition de les redéfinir. On y reviendra. Et à condition aussi de les financer au juste coût parce qu'aujourd'hui, 4 milliards, c'est un montant qui est extrêmement important. Et il y a probablement un peu de tri à faire. Et on y reviendra effectivement sur ces montants. Alors Charles Laloncle, quand on discute en off avec les membres de cette commission, il y a deux choses qui reviennent. La première, c'est Charles Laloncle, il bosse ces dossiers, ça tout le monde vous le reconnaît. Mais ce que la plupart disent aussi, c'est que vous avez tiré la couverture à vous, que vous étiez dans une recherche permanente de buzz, notamment sur les réseaux sociaux. Vous répondez quoi à tous ceux qui disent que vous avez dévoyé cette commission et que, pour dire les choses plus clairement, vous en avez fait une rampe de lancement personnelle? Votre réponse? Je pense que si c'était le cas, cette commission d'enquête n'aurait pas autant intéressé les Français. Et on a vu audition après audition à quel point les audiences étaient extrêmement importantes, notamment sur la chaîne parlementaire qui en a diffusé beaucoup, sur des chaînes YouTube aussi qui les ont diffusées.
Donc j'ai pu voir à travers les questions que je posais, à travers aussi les sujets qu'on mettait sur la table et les révélations qui étaient faites, l'intérêt des Français. Vous avez beaucoup vu, mais les sujets le méritaient, c'est ce que vous répondez. Je pense que s'il y a eu autant d'attention, s'il y a eu autant d'audience, si les Français se sont autant pris de passion et d'intérêt pour ces révélations, et c'est normal, ça les concerne, c'est 4 milliards d'euros, tous les Français le payent. Et surtout, c'était la première fois de l'histoire de l'Assemblée nationale qu'on ouvrait le capot sur l'audiovisuel public, qu'on faisait une commission d'enquête sur ce sujet précis, public. Ce qui est aussi, je crois, un facteur et une explication de cet intérêt manifeste et assez important sur cette commission. Intérêt pour les sujets et effectivement exposition, la vôtre, très importante. Sur France Inter, cette semaine, dans son édito de jeudi matin, Patrick Cohen a qualifié votre commission, je le cite, d'ingérence du politique jamais vue. Depuis l'ORTF, avis partagé par d'autres observateurs, qu'est-ce que vous leur répondez, là encore, à ces critiques ? On a aussi un peu l'impression, d'une certaine façon, en entendant Patrick Cohen, qu'il est jugé parti. Et je remarque que dans ces quelques jours qui nous séparent désormais du vote du rapport, qui est un vote fondamental, puisque si le rapport n'est pas voté, ce n'est pas simplement mon rapport et mes recommandations qui ne seront pas publiées, c'est l'intégralité des travaux, des vidéos, des comptes rendus de la commission d'enquête qui devront disparaître et qui ne pourront pas être réutilisés sous peine de poursuite pénale. Vous vous dites victime du système, pour vous c'est ça, répondre, non, simplement pour vous répondre, entendre des personnes qui sont des représentants de l'audiovisuel public nous expliquer que les révélations qui ont été faites ne sont pas forcément bonnes à entendre. Quand je lis dans la presse subventionnée, dans la presse détenue par messieurs Niel et Pigas, qui sont les fondateurs de la première société de production privée à bénéficier des contrats de France Télévisions à hauteur de 110 millions d'euros par Mediawan, que ces personnes-là me critiquent, après, je pouvais m'y attendre et tout le monde pouvait s'y attendre. Vous encense, ce n'est pas un journal anti-système. Donc effectivement, il y en a qui vous encensent et d'autres qui vous critiquent. Je pense qu'il faut voir les intérêts de chacun dans l'histoire, les intérêts du service public qui veut à tout prix défendre, mais malheureusement, dans un réflexe de refus de la transparence à certains égards, n'a pas voulu faire preuve d'introspection, là où je pense qu'un électrochoc est nécessaire, des réformes structurelles sont nécessaires pour sauver ces entreprises-là, et des actionnaires de sociétés de production privées, qui chaque année prennent des centaines de millions d'euros de contrats passés avec France Télévisions, que ces personnes-là, aujourd'hui, se déchaînent pour créer un terreau favorable à un vote contre la publication de mon rapport, je pense que tout observateur ne sera pas étonné aussi par ces critiques émises par ces personnes. Donc on va continuer évidemment à détailler effectivement toutes ces 5 mois d'audition que vous avez effectuées. On va parler évidemment du fond et aussi de la forme d'ailleurs, mais vous allez rédiger désormais votre rapport. Effectivement, il sera consultable donc par les députés entre le 22 et le 24 avril avec un vote le 27 s'il y a publication du coup de ce rapport. Est-ce que vous confirmez qu'il y aura une proposition de loi à l'issue dans la foulée le 25 juin ? Je vois que vous voulez des exclusivités, oui. Mais non, effectivement. Alors, je suis comme vous. Je pourrais pas me prononcer sur les recommandations parce que j'ai vraiment promis que je ne les révélerai pas tant que le rapport n'est pas publié. En revanche, je pourrais simplement vous dire, mais à l'ensemble des personnes qui ont travaillé dans le cadre de cette commission d'enquête, et c'est la moindre des choses. En ce sens, vous travaillez bien pour un but précis. Non, mais ce que je peux vous dire effectivement, c'est que dans la trentaine de recommandations que j'émettrai, j'essaierai de faire une très grande partie de recommandations les plus pragmatiques possibles, dénuées de tout biais idéologique, qui seront un peu une sorte de clé en main pour les dirigeants de l'audiovisuel public pour mettre en place les réformes nécessaires, prévenir les conflits d'intérêts, lutter contre les dépenses inutiles, lutter contre des soupçons d'emplois fictifs et de bureaucratie. Et par contre, dans certains cas, ça nécessitera probablement un véhicule législatif, ça nécessitera peut-être de déposer une proposition de loi, par exemple pour éviter que certains dirigeants de l'audiovisuel public qui signent des contrats importants avec des sociétés de production privée se fassent licencier de France Télévisions, prennent des centaines de millions d'euros, des centaines de milliers d'euros d'indemnités de licenciement, centaines de milliers, et basculent dans des sociétés de production privée. C'est des cas qui sont avérés, qu'on a vus, c'est des conflits d'intérêts évidents. S'il faut passer par un changement législatif pour mettre fin à ces conflits d'intérêts qui minent ces missions-là, on le fera. Il y a une issue d'air dans quelques semaines qui pourrait être aussi un moment intéressant pour le faire. Mais attendons les recommandations et je serai ravi de vous répondre à ce moment-là. Philippe Bailly, vous voulez réagir ? Oui, vous disiez une trentaine de propositions pragmatiques. On l'a vu, la nouvelle ministre de la Culture l'a reconnu, que ça va être difficile dans les temps qui nous séparent de l'élection présidentielle d'avoir un débat législatif sur l'audiovisuel. Donc je reviens quand même un instant sur cette proposition de loi que vous pourriez déposer et débattre dans le cadre de la niche parlementaire de votre groupe. Décision prise, pas encore, en débat avec Éric Ciotti ? La décision revient à Éric Ciotti, évidemment. C'est probablement une proposition que je ferai à Éric Ciotti, à l'ensemble des membres du groupe. On a cette niche, la niche pour que les Français qui nous écoutent nous comprennent. C'est une journée qui est consacrée à un groupe parlementaire qui dispose de l'ordre du jour, donc il peut
faire débattre un certain nombre de textes, généralement 2 ou 3 sur une journée. Moi, c'est une proposition que je ferai au groupe. Éric Ciotti prendra la décision. Donc aujourd'hui, ce n'est pas acté, mais je pense que ça pourrait être une conclusion importante et utile aussi pour l'audiovisuel public de changer les règles, notamment en matière de prévention de conflits d'intérêts avec les sociétés de production. Charles Laloncle, on a eu un petit carton effectivement qui est arrivé derrière nous avec marqué Charles Laloncle, rapporteur ou procureur. J'aimerais un petit mot juste sur la forme. Pardonnez-moi, mais regardez ces titres de presse. Triste spectacle, CB News. La télé-réalité trash, ça vient de Marianne. Des auditions spectacle, là c'est 20 minutes. Est-ce que c'est un aveu d'échec pour vous ou bien au contraire, votre méthode a permis d'obtenir clairement des réponses aujourd'hui? C'est quand on lève un capot qui n'a pas été levé pendant des décennies, quand on fait pour la première fois à l'histoire de l'Assemblée une commission d'enquête sur l'audiovisuel public, évidemment que les questions, vous savez, une commission d'enquête, ce n'est pas une table ronde, ce n'est pas une mission d'information. Une commission d'enquête est là pour lever le voile sur des soupçons de dysfonctionnement et de dérive et vérifier qu'il n'y en a pas. Et si on en découvre... C'est pas un procès non plus, Charles Laloncle, parce que ce qu'on vous a reproché, notamment ce que pointe du doigt ces titres de presse, ça n'est pas le fond de lever le capot, le débat est légitime, c'est de l'argent public, il faut s'interroger sur son utilisation. Ce qu'on vous a reproché, notamment à vous, c'est effectivement cette politique spectacle avec des live tweets pendant les auditions. Aujourd'hui, est-ce qu'avec le recul, vous n'avez pas quelques regrets? Vous dites pas, on est peut-être allé trop loin, effectivement, dans la médiatisation et la façon de procéder au cours de ces auditions. En fait, quand vous révélez, par exemple, des montants d'indemnité de départ très élevés, je vais prendre 2 cas qui ont un peu fait polémique et fait discussion. Le cas, par exemple, de Samuel Etienne, animateur bien connu de France Télévisions, qui anime Question pour un champion. Il se fait remercier par France Télévisions, il signe une rupture conventionnelle, il prend une indemnité de départ qui est très importante pour continuer à animer l'émission Question pour un champion. Quand je révèle ça, effectivement, les personnes en face qui ont signé ces accords vont me dire il fait le procès de Samuel Etienne. C'était des émissions qui étaient stockées. On le rappelle, c'était des émissions qui étaient stockées et tournées avant. Mais ça ne vous choque pas qu'un présentateur d'une émission fasse un départ avec des indemnités importantes pour continuer à présenter la même émission et financée par de l'argent public, mais par l'intermédiaire d'une société de production privée. C'est un exemple parmi d'autres, mais vous voyez un autre exemple. Lors des dernières auditions, on a par exemple vu que le président du conseil de surveillance d'Arte, Bernard-Henri Lévy, à la tête de ce conseil de surveillance depuis 31 ans. La limite d'âge a été repoussée à 2 reprises pour qu'il puisse continuer à exercer. S'est fait commander 750 000 € de documentaires par Arte pour lui. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Et quand je pose cette question, quand je lève ce voile, quand je mets ces sujets sur la table qui n'ont jamais été levés ni par le ministère de la Culture, ni par la Cour des comptes, ni par aucun autre organisme de contrôle, évidemment, on m'accuse. Mais pardon, ça n'a aucun rapport avec la télé-réalité trash. Ça n'a aucun rapport avec les titres de presse dont on vient de parler. Sur la on parle de télé-réalité trash, on parle de forme. En fait, on parle. David, je ne vous fais pas de jugement du tout. Je vous pose cette question. Quand vous lisez ces titres-là, quelle est votre réaction? Vous trouvez ça injuste ou pas? Moi, je trouve que on parle beaucoup de la forme pour se détourner du fond. Et c'est une sorte de ficelle qui est un peu grosse, surtout dans les quelques jours qui nous séparent du vote du rapport. Vous avez choisi cette forme, Charles Laloncle, c'est vous qui avez choisi cette médiatisation. On préfère s'arrêter à quelques lâches. Quand je vois à quel point Xavier Niel a pu perdre son sang-froid, a fait preuve d'outrance et de violence verbale lors de son audition, ça a été l'une des seules auditions particulièrement mouvementées. On a accueilli beaucoup d'autres chefs d'entreprise. Les commissions d'enquête ont accueilli et entendu beaucoup d'autres chefs d'entreprise. Tous se sont parfaitement comportés. Bon, effectivement, quand vous voyez cela, de loin que vous n'intéressez pas aux révélations exactes, vous pouvez vous dire « Oula, ça a l'air d'être houleux ». Mais quand c'est la première fois que vous faites la transparence sur l'utilisation de cet argent, bah oui, effectivement, vous n'allez pas vous faire des amis. Il y a des gens qui vont être très mécontents des révélations que vous allez faire et qui vont un peu hausser le ton. C'est ce qu'on a vu dans le cadre de cette commission. Peut-être juste pour revenir sur 2 sujets sur lesquels vous n'avez pas manqué de pugnacité. D'abord, le rapport de la Cour des comptes, vous avez dit que sa publication avait été retardée de manière à ne pas gêner la reconduction de Delphine Ernotte. Il y a eu débat, c'était plutôt en début de mission. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Puis deuxième chose, vous avez souligné que les dépenses de France Télévisions dans les programmes, c'était pas loin d'1 milliard par an. Vous avez souligné, mis en parallèle le fait qu'il y avait 9000 salariés. Est-ce que c'était une manière de dresser un pont entre le fait qu'il y avait beaucoup d'argent et donc que vous vous demandiez à quoi étaient occupés les salariés? Oui, effectivement, je ne remets pas en cause la probité et l'engagement des salariés de l'audiovisuel public qui font un excellent travail et qui ne demandent qu'une chose,
c'est en tout cas qu'ils s'interrogent sur l'infra-privatisation qui est en cours aujourd'hui sur le service public. Et qui ont souffert quand même de Quand vous avez- propos, monsieur le député. Quand vous Qui avez- le disent en off, nous, on a été choqués, on a souffert de Alors, cette c'est pas stigmatisation. les articles que je lis. Je lis qu'il y a une grande parle partie, du notamment petit des personnel. syndicats. Le syndicat aujourd'hui majoritaire chez France Télévisions, Force ouvrière, dans la presse, a déclaré qu'ils avaient trouvé cette commission d'enquête très pertinente, qu'il y a beaucoup de sujets utiles dont les employés se sentaient saisis, mais ils ne trouvaient pas de relais public à leurs revendications. Et ils ont enfin pu trouver des questions qui étaient posées. Mais de cette façon-là, quand vous voyez des députés qui légitimement expliquent et ont la crainte d'une privatisation, mais que ces mêmes députés ne dénoncent pas cette privatisation qui est en cours, puisque pour 1 milliard d'euros, près d'1 milliard d'euros de programmes par an du service public de contenu sont externalisés et confiés à des sociétés de production privées. Donc vous voyez bien... Mais... Monsieur le député, si je peux me permettre, vous avez conscience forcément qu'il existe une loi et des décrets et un cahier des charges qui imposent à France Télévisions, comme à TF1, comme à M6, comme aux autres groupes de l'audiovisuel, de passer l'essentiel de leurs commandes à des producteurs extérieurs. Vous avez raison. C'est pas l'essentiel, c'est à peu près pour un montant entre 300 millions d'euros. Autour de 300 millions. d'euros. Et là, on est à 850 millions de programmes et contenus de France Télévisions externalisés et confiés à des sociétés privées, en plus sans aucun respect de procédure de marché public. Pourquoi? On nous l'a dit, parce que c'est considéré comme des œuvres de création et les œuvres de création échappent au marché public. Et donc, on a par exemple une directrice de la fiction de France Télévisions qui admet sous serment en commission d'enquête qu'elle passe ses vacances chez un producteur à qui France Télévisions signe des contrats importants et que la seule façon pour elle de se déporter, c'est de confier l'instruction des dossiers de l'attribution des contrats à ses N-1. Est-ce que vous considérez normal Vous savez que les vicomtes se racontent souvent des histoires de vicomtes. Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans un même bassin professionnel, c'est vrai aussi d'un certain nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques, souvent on fait des rencontres, on a des amitiés et on peut passer des moments ensemble sans qu'il y ait conflit d'intérêts et en tout cas mauvaise manière à la clé. Et sauf qu'il y a déjà eu des condamnations. Il y avait eu une affaire qui avait fait scandale à l'époque dans les années 90, l'affaire des animateurs producteurs. Où à l'époque, par exemple, Nagui, dans les années 90, avait été condamné avec France Télévisions pour favoritisme. Et 30 ans après, on retrouve exactement les mêmes systèmes d'animateurs payés et employés du service public qui se font doublement rémunérer par le biais de sociétés de production privées dont ils sont patrons sur des montants et des taux de marge qui sont plus qu'exubérant et plus que très important par rapport aux missions de service public. Donc on voit en 30 ans que les choses n'ont pas changé et j'espère que cette commission d'enquête a pu braquer un projecteur, peut-être cru parfois, mais nécessaire sur l'utilisation de l'argent des Français pour une bonne fois pour toutes mettre fin à cette pratique. Très peu de temps et on est content de vous recevoir parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc vous avez parlé beaucoup de gaspillage, de gabegie même, des économies à faire effectivement sur les coûts de production. Qu'est-ce que vous allez proposer clairement dans votre rapport là-dessus? Alors, vous n'avez pas 10 minutes pour répondre, mais en très peu de temps par rapport aux coûts de production. Par rapport aux coûts de production, j'ai pu constater, par exemple, qu'un certain nombre d'émissions produites par MediaOne, première société à bénéficier des contrats de France Télévisions, il y avait un écart de plus de 10 points sur la marge réalisée par rapport à ce qui était initialement convenu au devis. J'ai constaté ça. Ils vous ont répondu sur ce sujet? Alors non, ils ne m'ont pas vraiment répondu, c'est bien ça qui est malheureux. Comme ils ne m'ont pas répondu, ils ne m'ont pas donné la preuve que MediaOne est une société qui n'est pas détenue par un fonds d'investissement américain. Ils l'ont clamé haut et fort, mais au moment où je leur ai demandé des preuves, notamment le pacte d'actionnaires, Société ils ont refusé. française, Charles Aloncle, on le rappelle. Mais sous contrôle, toute la question c'est est-ce qu'elle est sous contrôle d'un fonds d'investissement américain? Et ce n'est pas que moi. Société française. C'est pas majoritaire. Pas que moi qui pose la question. Il y a eu une plainte qui a été déposée par un syndicat de producteurs indépendants qui s'alarme du fait que le CNC attribue des subventions à MediaOne parce que MediaOne serait une société qui serait contrôlée par des capitaux. Toutes ces réponses vous ont été données pendant les auditions. Alors certains disent que vous ne les avez pas entendues, mais il faut le rappeler, c'est une société française parce qu'effectivement, on a pu laisser penser que ça n'était pas une société française et c'est factuel. C'est une société française. Aucune preuve, et d'ailleurs ils l'ont reconnu, M. Niel, M. Pigas et le représentant de KKR ont refusé d'envoyer la moindre preuve à la fois de l'exprimer oralement ou publiquement sur le pourcentage de détention exact du fonds d'investissement américain. Et je le rappelle, est-ce que ça ne vous étonne pas que la première société de production à qui France Télévisions attribue des contrats pourrait passer ou pourrait déjà être sous le contrôle d'un fonds d'investissement américain? Et en plus, c'est une société qui produit des émissions très importantes du service public, des émissions d'information sur France 5. Donc il y a aussi un risque, il y a encore un risque d'ingérence qui est assez important sur le service public et qu'il faut aussi prévenir. Sur KKR et MediaOne, vous avez largement développé. Juste un point
qui a été récurrent et qui fait suite sur les coûts de production et les coûts de France Télévisions globalement. Vous avez de manière systématique interrogé ceux qui étaient en face de vous sur leur rémunération, alors que, comme ça vous a été dit, vous aviez leur rémunération dans les 26 000 documents. Un data room. C'était quoi l'objectif? C'était quoi l'idée? Vous saviez que vous n'auriez pas de réponse assez vite, puisque ça vous a été dit. Donc c'était quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous vouliez pointer? Moi, je m'étonne d'une chose, c'est que des personnes comme Élise Lucet, comme Tristan Wallex, qui font des émissions qui s'appellent Cache Investigation, qui ont pour profession, et c'est normal, c'est utile qu'il y ait de l'investigation sur le service public, mais qui ont fait pour profession de révéler des salaires, notamment de personnes du privé, donc qui ont fait de l'argent privé et des fonds privés une affaire publique, je m'étonne que ces mêmes personnes dénoncent le fait que l'argent public ne devrait pas être une affaire publique. Donc je ne comprends pas pourquoi Élise Lucet et Tristan Wallex, qui sont si précautionneux sur l'usage de l'argent parfois privé, ne fassent pas preuve d'un peu plus de transparence sur leur salaire et sur comment l'argent des Français est utilisé. On a parlé économie, Charles Lalonque, on va continuer parce qu'il y a beaucoup encore de sujets avec cette commission d'enquête et vous êtes là pour ça en tant que rapporteur, mais aussi en tant qu'interviewé ici sur Média Hebdo. On va parler désormais d'un autre sujet important qui est le pluralisme. Vous avez beaucoup dénoncé le fait que des animateurs et journalistes du service public expriment des opinions, notamment sur Twitter et autres réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous préconisez précisément là-dessus? Est-ce que pour vous, une charte doit être créée là-dessus, sur ce sujet-là? On voit effectivement que ça a été une des questions centrales, c'est-à-dire l'expression de certains animateurs et figures qui incarnent le service public, notamment sur des chaînes privées, notamment sur leurs réseaux sociaux, notamment hors antenne. Et il y a un travail intéressant qui a été confié par l'Arcom au vice-président honoraire du Conseil d'État sur ce respect de l'impartialité, sur ce respect de la neutralité. Ça a été... Alors pardon, c'est un peu long. Ça a été l'une des dernières auditions qu'on a menées qui était très intéressante, où cette personne-là nous explique qu'effectivement, à partir du moment où vous êtes délégataire d'une mission de service public, que vous incarnez le service public, vous devez vous astreindre à une retenue, ne pas donner de consignes politiques, ne pas accabler tel ou tel camp et faire preuve de retenue politique et de neutralité dans toutes vos expressions publiques, qu'elles soient à l'antenne concrètement, ou hors Charles antenne. Lalonque, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que ça, on l'a entendu, mais qu'est-ce que vous préconisez? Une charte, une interdiction formelle? Et d'ailleurs, la question se pose également pour les chaînes privées. Est-ce qu'il faut y avoir un parallèle? Est-ce qu'il faut être plus dur avec le personnel du service public? Donc concrètement, en deux mots, qu'est-ce que vous préconisez sur ce terrain-là? Et qu'est-ce que vous allez préconiser? En deux mots, il y a un objectif extrêmement important qui est dans la loi, qui est un objectif quasiment à valeur constitutionnelle, qui est la neutralité pour toutes les personnes dépositaires d'une mission de service public. Donc moi, ce que je préconise, c'est d'appliquer la loi. Vous êtes une figure du service public. Dans vos expressions, qu'elles soient à l'antenne ou hors antenne, qu'elles soient sur vos réseaux sociaux qui sont publics ou que ce soit dans l'émission que vous animez et vous produisez sur le service public, ne vous compromettez pas dans des consignes politiques, n'accablez pas tel ou tel parti. N'allez pas sur le terrain politique. N'allez pas sur le terrain politique sur cette question vous êtes astreint à une obligation de neutralité. Sur cette question du pluralisme, juste Charles Lalonque, ce pluralisme, il est aussi porté et défini par ceux qui dirigent les sociétés de l'audiovisuel public. Alors vous l'avez bien compris, ici on veut des scoops avec Virginie Philippe. Donc est-ce que selon vous, il faut revoir le mode de nomination de ces dirigeants? Est-ce que ça sera question très très concrète dans vos propositions, ce mode de nomination des dirigeants des sociétés de l'audiovisuel public? C'est une question très importante, c'est une question qui est fondamentale. Je pense effectivement qu'il faut revoir ce mode de nomination. Vous savez, c'est François Hollande qui l'avait revu. Il avait promis la main sur le cœur en débat en 2012 face à Nicolas Sarkozy que lui, président de la République, ne se mêlerait jamais à la décision de nomination, par exemple, du président de France Télévisions. On a appris dans une précédente commission d'enquête sous serment que le président du CSA, qui a témoigné, avait dit qu'il avait eu l'influence de François Hollande qui lui avait décommandé 2 candidats concurrents de Delphine Ernotte. Donc on voit que François Hollande, qui a lui-même fait passer la loi pour avoir une sorte d'imperméabilité entre l'Arcom, l'audiovisuel public et le pouvoir politique, a rompu cette loi et a rompu ce principe. Donc il faut revenir au système qui était en vogue avec sous Sarkozy, je veux dire, qui était une nomination par l'exécutif pour que les choses soient plus claires? En tout cas, c'est pas ce que je dis, et en tout cas, je mettrai probablement une recommandation dans mon rapport sur le sujet, mais en tout cas, on voit que le système aujourd'hui est parfaitement hypocrite. On a un pouvoir politique qui assume quasiment de donner des instructions pour la nomination de dirigeants de l'audiovisuel public, alors que pourtant, la loi n'en empêche. Concrètement, la proposition, pour bien comprendre que nos téléspectateurs le comprennent également, ce sera un retour, et rapidement, un retour à l'ère Sarkozy. Concrètement, qu'est-ce que vous préconisez? Vous voulez absolument que je vous révèle en avant-première des recommandations? Oui, sur ce point, c'est essentiel quand même. Non, en fait, je ne vais pas vous révéler de recommandations. C'est un point qui est très important. Vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. Aujourd'hui, le statu quo n'est pas possible. Le mode de nomination, honnêtement, ne tient pas et laisse une porte ouverte énorme à beaucoup de conflits d'intérêts entre les pressions
politiques et les dirigeants de l'audiovisuel public. Donc il faudra évidemment le revoir pour une parfaite imperméabilité de ces entreprises. Donc rendez-vous le 27 avril pour le découvrir. Justement, le 27 avril, s'il y a vote, donc du coup, si c'est un vote contre, si les députés votent contre votre rapport, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure assez rapidement, je voudrais revenir là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces enquêtes, ces auditions, etc., tout passe à la poubelle? On en fait quoi? Ce serait catastrophique. Ce serait absolument catastrophique. Ce serait quasiment un précédent. Ça n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de la Ve République. C'était il y a quelques années sur une commission d'enquête tout aussi sensible car elle révélait le financement des syndicats. Mais vous savez que et les députés. À l'oncle aussi. Vous savez qu'il y a un enjeu politique dans l'histoire. Non, mais là, alors l'enjeu, pourquoi ce serait catastrophique un vote contre le rapport, parce que ce n'est pas simplement des députés qui expriment leur désaccord sur les recommandations que je pourrais figurer dans le rapport, c'est l'ensemble des travaux, donc les comptes rendus, les vidéos de ces 70 auditions qui ont été menées, qui du jour au lendemain devront disparaître, et personne ne pourra les réutiliser, personne ne pourra réutiliser les révélations qui ont été faites dans le cadre de la commission d'enquête sous peine de poursuite pénale. Il restera vos tweets, il restera quand même vos tweets, hein, Charles Aloncle, puisque vous avez tweeté beaucoup, justement sur c'est aussi pour ça que je pense que c'était utile de faire toute la transparence, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a un risque depuis le début qui a été avéré de vote contre le rapport. Donc je suis très content. D'ailleurs, est-ce que c'était le devoir d'un député, puisqu'on parle de tweet, est-ce que c'était le devoir? C'est très important cette question. On nous l'a beaucoup posé sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était le devoir d'un député de live tweeter comme ça? Vous avez d'ailleurs été du rapporteur de la commission. Absolument. Jusqu'à tweeter des fake news qui sont restées d'ailleurs en ligne. Celle sur la privatisation du restaurant Maxime. C'est en relayant un tweet, on peut peut-être le voir à l'écran, de Jean-Jacques Cordival, indiquant que ce restaurant... Un syndicaliste qui vient devant notre commission d'enquête, qui prête serment, qui témoigne, et c'est lui qui a menti. Est-ce que vous allez retirer ce tweet? On verra s'il y a une procédure de parjure, mais je ne fais que relayer des propos tenus en commission d'enquête sous serment par un syndicaliste. Donc il faudrait qu'on fasse quoi? Qu'on fasse le tri entre les bons propos tenus sous serment et les mauvais propos tenus sous serment. Non, mais je l'entends, mais c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que vous avez été berné, en fait. C'est ce que vous êtes en train de me dire maintenant. Alors pourquoi vous retirez pas ce tweet? En tout cas, on verra s'il y a une procédure de parjure engagée par le président contre ce syndicaliste. Mais moi, vous voyez, si on commence, et tous les députés sont logés à la même enseigne, à considérer qu'une personne qui vient, qui prête serment, qui lève la main droite et jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, qui est passible de 5 ans de prison et 70 000 € d'amende, si on commence à douter de sa parole, alors que le cadre est très solennel et l'oblige à dire la vérité, effectivement, alors cette commission d'enquête ne tiendrait pas, il n'y aurait aucun sens aux propos exprimés. Charles Aloncle, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que ce tweet qu'on a vu, vous allez le retirer maintenant que vous savez, vous étiez probablement de bonne foi, maintenant que vous savez que c'est une fake news? Est-ce que, question très concrète, vous allez le laisser en ligne ou le retirer? Et moi, je vous pose la question, est-ce qu'il y a procédure de parjure engagée contre ce syndicaliste? S'il y a une procédure de parjure et qu'il est démontré que ce syndicaliste a menti, à l'évidence, je ne relayerai pas et je supprimerai ce tweet. C'est très clair. Encore faut-il le prouver. Merci. C'est très clair sur cette question justement évoquée par Virginie du rapport du 27 avril. Quand vous sondez les députés, beaucoup vous disent si Charles Aloncle ne fait pas un rapport populiste, on le votera car le sujet mérite publication. Donc selon eux, et là encore une fois, ce sont leurs propos, la balle est dans votre camp. Donc question très concrète, Charles Aloncle, est-ce que vous allez tout faire pour trouver un compromis, quitte à alléger votre plume? Depuis le début de cette commission, j'ai toujours promis et expliqué que je ferai des recommandations pragmatiques, dénuées de tout biais idéologique, qui puissent permettre aux dirigeants de l'audiovisuel public de se saisir de ces recommandations pour sauver l'audiovisuel public. Donc moi, mon rôle, mon but, il est vraiment de réussir à préserver ces entreprises de toute forme de conflit d'intérêts, de toute forme de bureaucratie, de toute forme de gabegie et de dépenses inutiles. Ce sera le cœur de mes recommandations. Pour moi, ce sera pas de gauche, pas de droite. Tous les députés pourront se retrouver dans ces recommandations. Après, charge à eux de ne pas non plus faire de politique derrière ces recommandations, mais je pense qu'on peut tous s'accorder derrière une mission, c'est mettre fin à ces dérives qui ont cours depuis bien trop d'années maintenant. Pour conclure, Charles Aloncle, dites-moi franchement, les yeux dans les yeux, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un regret lors de ces 5 mois d'audition, lors de cette commission? Si vous deviez faire une chose différemment, laquelle serait-elle? Écoutez, un regret personnel. J'ai tâché du mieux que je pouvais d'aller au fond des dossiers, de révéler un certain nombre de dysfonctionnements, parce que je crois que ça n'avait jamais été révélé, et j'ai surtout tâché, dans l'ensemble des auditions, d'avoir le ton le plus calme possible, d'être le plus mesuré possible, de ne pas avoir un mot plus haut que l'autre, de ne jamais être outrancier, notamment sur la forme, sur le ton, dans les questions posées. Alors oui, j'ai peut-être été insistant vis-à-vis de certaines personnes, quand ces personnes refusaient de me répondre 1 fois, 2 fois. Oui, j'étais insistant, j'ai posé un certain nombre de questions, parfois avec redondance, mais je ne le regrette pas, parce qu'une commission d'enquête... Je ne parle pas de choses que Non, mais une commission d'enquête n'est pas une table ronde et ce n'est pas une mission d'information. Alors peut-être que parfois,
j'aurais dû faire preuve de moins d'insistance, voyant que la personne de toute façon n'aurait pas donné les éléments pour éclairer aussi d'autres sujets. Peut-être que en 5 mois, on aurait pu éclairer encore davantage de sujets, mais j'espère qu'il y aura d'autres missions d'information sur le sujet bientôt. Merci beaucoup, Charles Laloncle, d'être venu sur le Merci plateau de votre de invitation. Pure Média, le rapporteur de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Donc, allez, on va s'évader maintenant avec nos 2 prochains invités, et pas des moindres non plus. Antoine de Maximi, l'animateur de J'irai dormir chez vous. C'était longtemps sur France 5, 1 million de téléspectateurs, et c'est désormais sur RMC Découverte, et ça cartonne aussi avec 400 000 téléspectateurs. Et Antoine S2S, qui est avec lui également, une star sur YouTube, 2 millions d'abonnés, et qui vient de rejoindre également RMC Découverte. Ils nous rejoignent dans un instant, mais juste après les pures infos remixées par Thierry Dagiral. C'est l'autre commission d'enquête du moment, cette fois au Sénat. Je pense qu'on a besoin d'aide. Je trouve que les modèles économiques sont encore fragiles. C'est difficile de se lancer. Il y a besoin de structurer le soutien. Celle des créateurs de contenu et nouveaux médias comme Jean Massier, Gaspard G et Hugo Décrypte. Il y a une volonté, encore une fois, de faire en sorte que le contenu soit accessible au plus grand nombre. Et pour qu'il soit accessible au plus grand nombre, dans notre cas, ce serait compliqué de le mettre derrière un système par abonnement parce que forcément le contenu serait beaucoup moins accessible et quand on veut informer des jeunes, c'est pas forcément idéal. Ils rassemblent des millions de vues, rappellent leur indépendance et demandent des aides publiques comme les autres médias, notamment les aides du CNC. Gaspard G, justement, qui vient de lancer cette semaine des entretiens politiques en coproduction avec TF1. Qui sont-ils vraiment? Qu'est-ce qui les a construits? Quels choix, quelles valeurs les guident? C'est ce qu'on va essayer de découvrir, dossier après dossier. Premier invité, Jean-Luc Mélenchon, ça s'appelle Les Dossiers, ça dure 45 minutes et c'est diffusé sur les plateformes TF1+ et YouTube. Le coup de gueule de la semaine, c'est celui du PDG de TF1, Rodolphe Belmer, dans Politico. Sa cible, YouTube justement. Ça devient intenable, il demande plus de régulation de la plateforme car pour lui, YouTube fragilise les chaînes traditionnelles qui font face, dit-il, à une concurrence qu'ils ne savent pas suivre. Je pense que CNews est hors la loi. CNews hors la loi, déclaration dans les grandes gueules cette semaine sur RMC de Patrick Cohen. La loi de 86 prévoit un pluralisme interne et cette loi de 86 aujourd'hui, elle n'est pas respectée aujourd'hui par CNews. Pour lui, il y a les médias qui cherchent à s'approcher du réel et ceux qui produisent des vérités alternatives. Allez, non! Allez, un peu de légèreté pour terminer. LOL, qui ressort, revient sur Prime Video. Bienvenue dans cette nouvelle saison de LOL qui ressort. Saison 6, ce sera dès le 24 avril avec Jérémy Ferrari, Baptiste Le Caplin, Jonathan Lambert, Paul Mirabel, Paul de Saint-Cernin et Cadmerade. Bref, du lourd, du très lourd. Et bonjour à vous deux. Je suis ravie de vous recevoir, Antoine de Maximi, Antoine S2S. Vous vous connaissez tous les deux ou pas? On s'est vu une fois, voilà, on s'est croisés, mais je m'en souvenais plus, mais... il m'avait prévenu, Ah, il vous a dit... Il m'avait dit, la première bonjour, fois que je l'ai mais vu, ciao. il m'a dit, la prochaine fois, je te reconnaîtrai sûrement pas, mais t'en veux pas, c'est pas ta faute. Et alors, c'est fou, en fait, vous l'avez reconnu direct. Non, il m'a rappelé. Non, je ne reconnais pas les gens, j'ai un vrai problème avec ça. D'ailleurs, j'en profite pour le dire à toute la planète. D'accord. Ne vous offusquez pas, je ne vous reconnaîtrai pas. D'accord, donc dans 1 heure, si on se recroise dans la rue, c'est mort. C'est foutu, quoi. J'aurais même pas un espoir. Demain, en tout cas. Demain, peut-être. Antoine de Maximi, aux commandes de J'irai dormir chez vous depuis plus de 20 ans. Vraiment, émission culte. Et dans le rôle, peut-être du fils, quelque part, Antoine S2S. Il a mangé de la soupe. Ouais, c'est ça, il a mangé de la soupe. Ouais. Une star de YouTube, 2 millions d'abonnés sur la chaîne. Et vous avez succombé aux sirènes de la télé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou de faire l'inverse. J'ai rencontré RMC, Découverte, et... C'était RMC? Comment? C'est parce que c'était RMC? En fait, c'était chose logique. En fait, après mes vidéos là, de ces dernières années où je vais me faire piquer par les animaux les plus dangereux du monde, etc., j'ai rencontré RMC. C'est fou de dire ça. On va en parler justement. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré RMC Découverte. Le feeling, il est super bien passé. Et au final, on est parti tout de suite sur un beau projet et qui me donnait envie. Justement, regardez, ça donne ça. Aujourd'hui, on va fêter mon million d'abonnés, mais tout seul, en confinement. Bref, j'ai commencé avec une trottinette. C'est grâce à vous. Puis c'est parti en vrille. 3, 2, 1. Traverser la France, la Manche, les États-Unis, tout ça en trottinette, jusqu'à faire face à un paquet de douleurs. 15 ans d'aventure, et c'est que le début. Aujourd'hui, c'est un défi différent. L'objectif, réaliser l'un de mes rêves. Rencontrer un animal qui me fascine depuis tout petit. L'anaconda. Le plus grand serpent du monde. Et pour ça, une seule destination possible. L'Amazonie.
Waouh. Déjà en replay sur RMC BFM Play, sera disponible donc sur votre chaîne YouTube le 19 avril prochain. Alors tous les deux sur RMC Découverte, franchement 2 générations mais un même amour du risque. C'est quoi l'histoire en fait? Il y a eu un truc à la naissance, une faille, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin je veux dire, clairement, peut-être. Antoine et Maxime. Je lis très peu, mais j'ai lu essentiellement des récits d'aventures vécues. Et je pense que inconsciemment, je voyais ça, je les lisais comme des tutos pour ce que j'allais vivre plus tard. D'accord. Qu'est-ce que je ferais à sa place? Voilà. Vous étiez bercé direct. Et vous aussi ou pas, Antoine? Moi, je viens des sports extrêmes et j'avais besoin d'aller à la recherche de choses qui me procuraient de l'adrénaline, des sensations fortes. Et donc, partir à la recherche des animaux les plus dangereux du monde, vivre des choses incroyables, c'était ce que j'avais envie. Bah clairement en fait, parce que d'abord vous cartonnez sur les réseaux avec votre trottinette que vous amenez partout. Vous êtes venu en trottinette là ou pas? Je suis pas venu en trottinette. Et puis vous allez faire les défis complètement dingues dont vous venez de parler, effectivement. Le test les pires douleurs, 10 jours sans manger. Non mais à quel moment on se dit, je vais rester 10 jours sans manger? Enfin, outre l'enfer que c'est pour ceux qui ne mangent pas justement et qui crèvent de faim, mais je parle pas de ça. Je parle évidemment du risque que vous prenez. Je teste les pires douleurs. C'est quoi l'idée en fait l'idée derrière ça... mais c'est quoi, ouais? Il y a une raison derrière ça. En fait, moi, je tombe souvent sur les vidéos des Américains, on les voit et surjouer énormément. Et avec mon équipe, on se demandait si, au début, ça vient de ça, les premières vidéos de douleur d'animaux. Quand je me suis fait piquer par une mygale pour la première fois, alors oui, effectivement, c'était voulu. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, moi, j'étais tombé avec mon équipe sur des vidéos d'Américains qui surjouaient énormément. Et on se demandait si c'était réel ou pas. Ouais. Et comme moi, avec mes années de trottinette, j'ai eu l'habitude de tomber, de me faire mal, de me casser tout le corps. Vous testez et vous repoussez les limites, c'est ça? C'est ça, exactement. Et notamment, on en parle, effectivement, face à la peur, à la recherche de l'anaconda. Alors, le tournage, on le raconte aux téléspectateurs, se déroule en Amazonie brésilienne. Sur place, on vous déconseille forcément de partir à la recherche de l'anaconda, petite bête qui fait tout de même, à votre avis, combien de mètres? Ça peut jusqu'à 8 mètres. Oui, c'est de 7 à 8 mètres. Mais tête brûlée que vous êtes, vous y allez. Et le résultat, c'est ça, on va le voir à l'image. C'est une photo de vous à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. En fait, ça, malheureusement, un tournage, parfois, surtout quand un tournage comme ça en Amazonie, tu peux pas tout prévoir. Surtout que moi, de base, je suis un Parisien. Donc, je me retrouve en Amazonie, en forêt amazonienne. Et donc, moi, je connais pas forcément tout. Et j'ai fait exprès, en fait, de partir en amont, sans beaucoup de connaissances. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi, Antoine, tu pars sans t'instruire au moins un minimum. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime dans le documentaire, c'est qu'en fait, tu rigoles, c'est pédagogique. Et justement, c'est pour ça. On vous a mangé le bras, c'est ça? Vous avez une bonne mutuelle, rassurez-moi. C'est quoi l'histoire? Oui, il en faut une bonne, ouais. Ah non, mais c'est ça. Alors, vous avez réalisé des défis un peu partout dans le monde, comme traverser le Costa Rica en roller, et pas que. D'ailleurs, Costa Rica, c'est un pays que vous avez visité, vous, non, d'ailleurs? Oui, j'ai visité, mais à propos d'anaconda, moi, j'en ai eu un sur les épaules, mais dans un cadre d'un zoo. Le zoo de Tonat en Guyane. Oui, non, mais attends, le mec m'a mis un anaconda sur les épaules. C'est lourd. C'est froid, c'est lourd, ça pue. Et ça pue, ce truc. C'est abominable. Il vit dans la vase. Et donc, j'ai fait ça pour rigoler, parce qu'il m'a proposé de le faire. Je suis parti me laver à l'hôtel, changer et tout. Là, c'est dans le cadre d'un zoo. Mais j'irai dormir chez vous, un petit mot quand même pour cette émission culte. Au moment où vous réfléchissez à l'émission, où vous vous dites quel concept de demain, quelle est la première émission à laquelle vous pensez? J'irai dormir chez vous. Moi, j'ai pas raisonné dans ce sens. Je me suis pas dit quel est le concept de l'émission de demain. Ah non, vous n'avez pas d'argent, vous allez dormir chez quelqu'un? Non. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Parce qu'il a dit un truc que je partage vraiment, c'est que moi, j'ai qu'une vie, a priori, on en est là, et donc je veux en profiter le maximum. Donc tout ce que j'ai fait, que ça soit avant j'irai dormir chez vous, et j'ai vraiment fait plein de trucs, ou j'irai dormir chez vous, c'est de profiter, de faire des trucs qui me plaisent. Or, j'irai dormir chez vous m'a donné une liberté totale. C'est-à-dire que même maintenant, vis-à-vis, avant France 5 et surtout RMC Découverte, je fais ce que vous faire plaisir, c'est ça? Et ça, mais bien sûr, et ça me pousse à aller dans des endroits plus loin, ailleurs, autrement. Alors, on va rembobiner justement émission lancée en 2004 sur la chaîne Voyage, avant France 5, avant RMC Découverte. Alors, c'est l'un des programmes les plus connus du PAF. Au cours de toutes ces années, vous avez parcouru tout de même plus de 70 pays avec toujours votre chemise rouge. Vous l'avez d'ailleurs aujourd'hui sur ce plateau. Et surtout cette façon bien particulière d'aborder les gens. Regardez. Yes. Oui, il y a une caméra là, une autre là, et la troisième là. Qu'on fait? Oui. Écoute, alors. Pardon. Comment allez-vous? Vous venez d'où? Je viens de France. Bobby!
Bah oui, Kylian Mbappé. C'est des caméras? Ah, caméra. Bonjour, comment ça va? Caméra. C'est pour YouTube? YouTube, non, pour la télé. Oh, la télé française? Oh. Bah oui, si tu veux, tiens. Ah oui, ça me rappelle de bons souvenirs. Côté préparation, est-ce qu'il y a un peu de préparation ou c'est freestyle? Non, rien. Rien du tout. C'est-à-dire que vous y allez comme ça? Ça se voit un peu quand même. Hein. Pardon, mais... Oui, non, mais c'est vrai, mais rien. C'est-à-dire, Ça fait le charme. je me pose la question de ce que je vais faire dans l'avion. Et j'ai même fait un épisode où je me suis amusé à aller à l'aéroport, parce que je ne savais pas où aller, et j'ai choisi sur place. Vous êtes un créateur de contenu avant l'heure, en fait, finalement. Dès 2004, Il y a des jeunes qui disent ça. Et puis les caméras comme ça partout, finalement, ça coûte pas trop cher une émission. C'est quoi? Non, ça coûte pas trop cher. J'en sais rien. C'est vous qui la produisez? Non, moi je produis pas. Vous voulez pas rentrer là-dedans? Je suis intéressé, mais je produis pas. Intéressé par quoi? Bah par ce que ça rapporte. Je suis intéressé, comme on dit, mais je veux. Non, je veux pas. C'est des contraintes. Antoine, est-ce que vous regardez ou pas? Vous regardez? Moi j'adore, c'est une émission que j'aime beaucoup. Mais vraiment, c'est pas des magots que vous... Ah non, vraiment. Ah non, pas du tout. Pas parce qu'ils me regardent comme ça avec un œil. Vous auriez pu faire cette émission ou pas? Moi, 100 000 fois. Moi, c'est ce que j'aime, c'est l'aventure. Pareil, je suis du même avis. Moi, j'ai qu'une vie, j'ai envie de profiter. Et quand je serai à la retraite plus tard, moi, j'en aurai pas parce que je profiterai toute ma vie. Vous serez hosto. C'est ça le problème. Allez, j'en profite. Lequel des deux j'aimerais tous les deux votre regard, sur ces émissions d'aventure. La première, on va commencer forcément par la grande émission d'aventure, c'est Koh-Lanta. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine Azevedo? Incroyable. Moi, pareil, pour l'anecdote, j'ai envoyé ma candidature chaque année. Bon, maintenant, j'ai arrêté, mais avant, j'envoyais ma candidature. Vous aviez postulé, Antoine de Maximi, pour pouvoir Non, présenter pas le du programme, tout. ou pas Mais je pense pas que ce soit une émission d'aventure. Ah bon, c'est une émission de quoi? De Non, réalité? parce que d'abord, c'est un jeu. Ouais. Et puis, en plus, c'est une. Je dis pas que c'est facile, attention. Non, mais il y a des aventures quand même, non? Après, tout est écrit? En fait, non plus. Je dis pas que tout est écrit. Simplement, c'est quand même très encadré et surtout, il y a des garde-fous. Il y a des garde-fous. Quand on part loin, surtout tout seul, à ce moment-là, c'est beaucoup plus de l'aventure dans la mesure où on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis surtout, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, ça c'est clair. De fou. Alors que Koh-Lanta, je veux dire, il faut quand même attention à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Autre émission culte, Rendez-vous en terrain connu. Oui. Sur France 2. Ça. Alors là, oui, mais encore une fois, c'est l'aventure, en fait, c'est emmerdant ce mot. Moi, j'aime bien dire comme définition, on ne sait pas très bien comment ça va se passer, on a des doutes, mais on y va quand même. Ça, pour moi, c'est l'aventure. Comme aujourd'hui? Oui. Vous ne savez pas comment ça se passe, finalement? Non, ça c'est sûr. Vous avez mis votre chemise rouge, ça veut dire que vous allez dormir chez nous ou pas? On va en parler tout à l'heure. Non, mais ce que je voulais juste dire... Moi, je cherche les infos toujours, le buzz. Ouais. Pour répondre, une fois que j'ai dit ce que c'était, à mon sens, l'aventure, quand tu as une personnalité qui n'est jamais sortie de chez elle et qu'on emmène dans un endroit en terrain connu très loin, ça, c'est de l'aventure pour cette personne. Oui, mais là, vous allez faire J'irai dormir avec les Gaulois, vous allez en France, on n'est pas très loin, finalement, mais c'est quand même une aventure. Oui, mais bon, c'est pas une aventure, c'est pas la même que quand je partais avant de faire J'irai dormir chez vous, 20 ans avant, et qu'on partait traverser des trucs en Amazonie, on était 3. Là, c'était de l'aventure. Allez, dernière petite, quand même la carte au trésor, j'ai grandi avec, forcément la carte au trésor avec Philippe Deleveux. Ça vous parle, la carte au trésor, vous? Non, je connais pas. Oh, il m'a tué, flingué, terrassé sur place. C'est la chasse au trésor, Philippe de Dieu-le-veut. La chasse, mais oui, c'est vrai. La carte, c'est les hélicos. C'est avec Cyril Ferraud aujourd'hui. Et voilà, mais tu penses que, évidemment, la chasse au trésor, c'était... moi, ça fait 15 ans. Il y en a moins d'émissions d'ailleurs comme ça aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de pognon à la télé, il y a moins d'argent? Non, je pense pas. C'est des modes, ça revient, je pense. Ouais. Alors, J'irai dormir chez vous, Antoine de Maximi, sur RMC Découverte. Il paraît que vous travaillez sur un nouveau concept. Je viens de l'évoquer rapidement. Et c'était pas une vanne. J'irai dormir avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit que c'était... En fait, qu'est-ce que j'aime faire? C'est changer, tenter des trucs, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, je suis très connu. Donc, je peux faire des choses que d'autres gens ne pourraient pas faire facilement. C'est plus coquin, quoi. Et donc, non, c'est pas coquin du tout. L'idée, c'est de dire, pourquoi pas dormir dans le même lit que les gens? Parce que, évidemment, le fait qu'on me reconnaisse dans la rue, que je suis avec mon matériel, les gens pensent tout de suite à l'émission. Et moi, je leur dis non, c'est différent, ce coup-là, c'est dans le lit. Et t'obtiens des réactions qui sont assez étonnantes. Et surtout, quand tu te retrouves après avec une personne que tu connais pas et qui a accepté quand même un inconnu dans son lit, il y a les discussions. Cette personne, elle sort du lot. Ça crée une proximité. Elle sort du lot. Certaines. Allez, petit top chrono, petite question en vrac comme ça, on y va. Qui a failli se faire capturer en Bolivie? Pas moi. Antoine de Maximi. Qui a mangé des animaux interdits en France mais autorisés en Chine?
Ah, lui. c'est Antoine moi. Vous vous souvenez pas? Si, c'est moi. J'ai Ah bon? toutes sortes d'animaux, ouais. N'importe ce que vous trouvez, vous les mangez. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, le mec est normal, tout va bien. Bien sûr. Ouais, d'accord, des fadages, vous l'avez prévenu. Non, les huîtres. J'aime pas ça. Qui a dégusté un space cake aux États-Unis? Oh là là, je crois que moi. Antoine de Maximi, Et alors, mémorable. résultat Je ne prends pas de substances illicites et c'est la seule fois où je l'ai fait et toute la France est au courant. Bah oui, il fallait le dire. Tu le quand même. savais? Ah oui, je le savais. Ah, Oui. ok. Il Qui était s'est vert. fait même. piquer par des migales, mais sachant qu'on a l'info, et des frelons asiatiques? Ah bah ça, c'est toute ma vie. Hein. Ouais, c'est ça, mais vous avez cherché même. Il est fou. Ouais, c'est ça, c'est voulu. Il est fou. Ouais, il est fou. Et enfin, qui a assisté en plein tournage à une fusillade dans un bar à la Sainte-Lucie dans les Caraïbes? Eh oui, Juste c'est derrière moi. Racontez-nous rapidement. Ben, j'étais en train de parler avec des gens et c'est marrant parce que ça m'est plusieurs fois de dire à des gens c'est sympa, c'est détendu, c'est bon enfant et ça se met à tirer juste derrière moi. Le bar se vide en 5 secondes et les gens me disent bouge pas. Mais moi je voulais foutre le camp, je veux dire tu restes pas quand c'est comme ça. Et puis en fait quand il y a eu une deuxième série de coups de feu, on est tous allés se cacher. Mais choper comme ça sur le vif, de manière non préparée, avec les caméras, une séquence pareille. Vous êtes C'est du aussi bonheur. sur scène, cher Antoine de Maximi. J'irai Oui. dormir sur scène. Alors j'espère que vous ne dormez pas. C'est au Grand Point Virgule en juin à Paris. 19 juin, vous proposez des images, vous proposez des récits, vous racontez. En fait, je raconte tout ce qui m'a permis à arriver à faire J'irai dormir chez vous, que je n'aurais jamais été capable de faire si j'avais pas eu ma vie d'avant, à savoir que j'ai été reporter de guerre, j'ai fait des films animaliers, des films d'expédition scientifique, et grosso modo, j'ai plongé en sous-marin à 5000 mètres de fond, j'ai dormi dans un volcan avec un masque à gaz, je suis descendu dans les gouffres de glace de la calotte glaciaire du Groenland, et comme j'ai fait tout, c'était des films, bah, le spectacle, c'est 1h30, je raconte tout ça, mais je le montre. On est captivé. Antoine Ezezès face à la peur, à la recherche de l'anaconda sur RMC Découverte. Il y a d'autres projets également sur RMC? Ah, des animaux dangereux dans le monde, il y en a plein d'autres. Hein, donc, ouais, effectivement, moi, j'aimerais bien partir. Maintenant, on va voir ce que ça donne, comment les gens aiment ce documentaire, mais l'idée, c'est d'aller plus loin. Ouais. Quoi le prochain animal? Oh, le grizzly, ça m'intéresse pas mal aussi. Ouais. C'est un peu dangereux quand même, je crois, les ours, non? T'en as déjà croisé? De loin. Un grand merci en tout cas à vous deux. Ah, mais c'est très drôle ce qu'il fait. Bah oui, on sait que c'est très drôle, évidemment, tout comme vous aussi. Vos réactions, évidemment, sur le hashtag Pure Média Lebdo. Merci beaucoup à Rémi Jacob d'avoir été avec nous. Philippe Bailly qui était également avec nous en première partie de cette émission avec Charles Aloncle. L'émission est en replay sur notre chaîne YouTube Pure Média et sur T18. Merci Antoine de Maximi. L'île Maurice arrive sur RMC Découverte très bientôt. C'est noté. Merci Antoine Ezezès. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut!